merci beaucoup. Bienvenue à Benjamin Mias qui vient nous rejoindre. Et donc on enchaîne du coup de manière assez logique avec la présentation d'Alice qui va nous présenter donc l'alectinib, que faire chez les patients du coup, qui sont réfractaires au chryso. Et du coup, ça rebondit en fait sur le point aussi du positionnement dans la séquence des inhibiteurs, puisque là, du coup, l'alectinib a été testé dans une étude de phase 2 chez les patients qui étaient réfractaires au crizotinib, c'est-à-dire qui progressaient sous crizotinib. Donc le contexte, du coup, Ginelle l'a rappelé, c'est que le crizotinib, avec l'étude Profile 2014, améliore la PFS et du coup il a actuellement l'AMM en première ligne dans les cancers bronchiques de petites cellules qui sont ALK transloqués, sauf que la progression donc sous crizotinib est quasi systématique et notamment comme elle l'a dit, il y a 40% des métastases du système nerveux central qui sont le premier site de progression. Également à noter que dans l'étude Profile 2014, il n'y avait que seulement 24% des patients qui avaient... Bon, bah, ciao. C'est un peu trop tard. Un peu trop rapide. Donc, dans l'étude Profile 2014, donc, il y avait 24% des patients qui avaient des métastases cérébrales, en sachant que maintenant, les patients qui sont inclus dans les essais après progression sous crizotinib, il y a plutôt 60% de métastases cérébrales. Donc c'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Et donc l'alectinib, c'est un nouveau ALK inhibiteur qui a été développé par un laboratoire qui est intéressant déjà dans les études précliniques, puisque déjà dans les essais enzymatiques, il est plus puissant que le crizotinib. Et il a un rôle également en fait sur la plupart des mutations de résistance au crizotinib. Donc d'un point de vue, dans le rationnel, c'est une molécule qui paraît très intéressante. Dans les modèles murins, du coup, il y a une efficacité quand on a des tumeurs, des xénogreffes de tumeurs qui sont résistantes au crizotinib. Et une très bonne pénétration dans le système nerveux central, donc ça c'est fait également dans les modèles murins. Il y a une étude de phase 1 du coup, qui avait déterminé la dose, qui est donc de 600 mg 2 fois par jour, et cette fois c'est pris dans les 30 minutes après le repas. Du coup, le rationnel de cette étude, c'était de faire une étude de phase 2, du coup à bras unique, pour déterminer donc à la fois la sécurité, l'efficacité et la pharmacocinétique de l'alectinib chez les patients qui du coup étaient en progression après avoir reçu le crizotinib. L'objectif principal, c'était de déterminer l'ORR, Objective Response Rate, par un comité indépendant avec des objectifs secondaires évidemment, donc efficacité, sécurité, survie globale, pharmacocinétique et survie sans progression. Donc leur population en fait c'était donc les cancers dont la petite cellule ALK réarrangée en progression sous crizotinib, qui était donc en plutôt bon état général, OMS 2 ou moins, une maladie mesurable selon RECIST, et donc pareil le même problème de la radiothérapie, il fallait que les métastases cérébrales, si elles avaient été traitées, on était à plus de 2 semaines de la radiothérapie ou qu'elles soient asymptomatiques. Et il déterminait une période de washout du crizotinib de 7 jours pour éviter d'avoir des interférences. Donc juste pour définir, parce que on verra après que les populations qu'ils vont analyser sont un peu différentes de celles qu'ils avaient. Il y a une population de réponse évaluable, c'est des patients qui avaient une tumeur mesurable en baseline, qui avaient reçu au moins une dose d'alectinib. Donc l'ORR, les patients qui avaient la réponse soit complète soit partielle dans la population de réponse évaluable, ils faisaient une hypothèse nulle en fait que l'ORR était de 35%, et donc leur but était de montrer une augmentation de 15% de cette ORR avec un risque alpha de 5%, donc il en fallait 130 patients globalement. Et il faisait aussi une hypothèse sur les patients qui avaient déjà reçu de la chimiothérapie, et donc il leur fallait au moins 85 patients qui avaient déjà reçu la chimio. Donc le mode d'administration, logiquement, en fait, il a suivi ce que les essais avaient trouvé
trouvé, donc l'alectinib 600 mg 2 fois par jour, sans interruption. Et le traitement était poursuivi soit jusqu'à progression, soit toxicité inacceptable, soit retrait du consentement, et en sachant que les patients pouvaient aussi en fait, continuer le traitement si progression, s'il y avait un bénéfice qui était estimé par le médecin, et après consultation évidemment du sponsor. L'évaluation s'est faite par TDM toutes les 8 semaines avec une imagerie de référence initiale avec un TDM thoraco-abdominopelvien et un scanner ou une IRM cérébrale. Après, il y avait une évaluation soit par scanner, soit IRM cérébrale toutes les 8 semaines, mais seulement chez les patients qui avaient des métastases cérébrales au baseline. La relecture a été faite du coup par un comité indépendant. Et donc, donc cette étude a été menée de juin 2016 à avril 2014. Donc elle a inclus 138 patients, c'était multicentrique et dans plusieurs pays. Et du coup, donc pour les patients, déjà au niveau des métastases cérébrales, donc il y en avait 61% dans tous les patients qui avaient des métastases cérébrales au début de l'étude, dont 73% avaient déjà été irradiés. Et après, donc, là, le tableau, en fait, il sépare tous les patients et les patients qui ont la population évaluable, les patients qui avaient la maladie évaluable au début, en fait, donc qui sont globalement comparables. Et donc, pareil pour les métastases, il y avait des patients qui avaient des métastases mesurables et d'autres plus difficiles. Également, donc, par rapport à la chimiothérapie, ça correspond à ce qu'il souhaitait. Donc, c'était les patients qui avaient déjà reçu la chimiothérapie, en sachant qu'il y en avait un peu plus dans les patients, dans le groupe des patients en tout, par rapport aux patients qui avaient une réponse évaluable. Et ensuite, ils avaient aussi regardé les patients qui avaient, la réponse au crizotinib des patients pour avoir une idée de comment s'était fait cette réponse. Et globalement, il y en avait 50% qui étaient en réponse partielle au début de l'étude. Donc pour l'efficacité, leur objectif en fait, principal était atteint, puisque là, ils avaient un ORR de 50%, donc on était bien à 35 plus 15. Et donc là, c'est le diagramme qui permet en fait, de montrer l'efficacité, avec en gris les réponses partielles. Donc là, ici, les progressions, et finalement, on voit que les patients qui progressaient sous crizotinib ont répondu à l'alectinib de façon assez visuelle, finalement. Il y a d'autres, du coup, ils ont fait donc, les autres critères qui étaient des critères secondaires. Donc pour la PFS, du coup, ils avaient une médiane de 8,9 mois de survie sans progression chez les patients du groupe évaluable. Et la durée de réponse au traitement était de 11,2 mois. Tout ça, après, dans leurs études statistiques, en fait, ils montraient que ça leur permettait d'atteindre leurs critères d'efficacité en comparant avec, du coup, des hypothèses théoriques. Ils ont également fait en fait, les critères d'efficacité chez les patients qui avaient des métastases cérébrales, puisque du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, un des intérêts de cette molécule, c'est sa très bonne pénétration dans le système nerveux central. Et donc là, ça montre l'efficacité sur du coup, les patients, le diamètre en fait, des métastases cérébrales. Avec notamment ici, là c'est des réponses complètes, ici, donc ce qui est assez spectaculaire. Et finalement, une très bonne réponse, en sachant qu'ici, en fait, ils ont pris quand même, c'est une sous-population des patients qui ont les métastases cérébrales, puisque donc de base, il y avait 84% qui avaient des métastases dans le système nerveux central, 61% qui avaient une irradiation, et dans le lot des 84, seulement 35% qui avaient des métastases cérébrales. Donc là, en fait, ils se basent sur les 35 patients qui avaient des métastases mesurables. Mais ils ont quand même des très bons taux de réponse ici. Au niveau sécurité et finalement bonne tolérance, donc la durée médiane du traitement finalement était 27,1 semaine. Et dans les effets secondaires qui sont attribués au traitement,
Donc il y avait myalgie, constipation, fatigue, asthénie. Globalement, c'était des effets qui étaient comparables aux effets secondaires décrits par les autres ALK inhibiteurs, avec très peu de grades. Quand on voit les grades 3-4, il y en a vraiment assez peu. Du coup, finalement, il y a un bon profil de tolérance pour cette molécule. Alors peut-être ça peut être aussi lié au fait qu'elle est prise pendant le repas. Et du coup, à la fois, comme je disais, la durée médiane de traitement était tout à fait correcte. Il y a eu peu d'interruption ou de réduction de dose. En général, c'était plutôt des anomalies biologiques, justement. L'arrêt pour effet indésirable était aussi assez rare, finalement, dans 11 cas. Et 4 décès, et finalement un décès qui a été attribué au traitement, qui était lié à une perforation intestinale. Pour revenir du coup sur cet article et ce qu'il a montré dans une phase 2, finalement on trouve qu'il y a un intérêt potentiel puisque cette étude est positive sur son critère de jugement principal, donc pour les cancers qui sont ALK réarrangés, qui sont en progression sous crizotinib. Puisque en effet, il y a une évolution fréquente sous crizotinib au niveau cérébral avec un mécanisme d'efflux du crizotinib, d'où une moindre concentration. Et donc l'intérêt de cette molécule, c'est que ça retarderait possiblement la survenue de métastases cérébrales, ce qui est cohérent avec les études précliniques. Après là, il y a un biais potentiel dans cette étude, c'est que seulement ceux qui avaient des métastases cérébrales au diagnostic ont eu systématiquement l'imagerie au cours du temps. Donc le risque, c'est qu'on sous-estime les progressions cérébrales chez les personnes qui n'avaient pas de métastases cérébrales initialement. Du coup, comme Gina en a parlé, le céritinib a aussi été approuvé après progression sous crizotinib. Et donc actuellement, là, il y a une ATU pour l'alectinib, si progression ou intolérance au crizotinib, mais finalement, on retrouve le même problème de comment on détermine la séquence optimale des inhibiteurs de ALK. Comment on insère le céritinib, ou est-ce qu'on met l'alectinib dans la séquence. Là, en tout cas, ce qui a été montré, c'est l'alectinib après le crizotinib. Donc pour les essais qui sont en cours, alors je ne sais pas où ils en sont tout à fait en ce moment, mais l'alectinib a aussi été testé en première ligne chez les patients qui sont ALK réarrangés. Et donc je me demande si c'est pas lui dont vous parliez tout à l'heure, ou la médiane, voilà, n'est pas encore... C'est les Asiatiques, on attend le... C'est ça, là c'est les Asiatiques. C'est lourd asiatique. Exactement, mais du coup donc, la médiane qui était plus de 29 mois, en sachant du coup que cette alectinib, d'un point de vue toxicité, c'est plutôt bien toléré, donc ça c'est quelque chose qui est un bon point pour cette molécule. Et il y a un essai clinique en cours qui compare du coup cette fois alectinib versus crizotinib chez les patients qui n'ont jamais encore reçu. Et donc, dans cette étude, ils font également une évaluation sur l'efficacité cérébrale, puisque sous crizotinib, les patients progressent fréquemment au niveau cérébral. Donc, dans les points forts de l'étude, c'est que déjà, ils ont une puissance suffisante, un nombre de patients qui répond au problème, donc l'ORR qui est cliniquement pertinent, et l'effet sur les métastases qui est ce qui nous intéresse, qui a été étudié. Après, on peut regretter qu'ils n'aient pas fait d'imagerie cérébrale régulière pour toute la population, et finalement, même si il y avait seulement 18 patients, il y a quand même des patients qui étaient inclus dans l'étude et finalement n'ont pas été pris en compte pour la réponse à les évaluations statistiques de critères principaux. Et du coup, pour conclure, l'alectinib a montré un intérêt potentiel dans les cancers qui sont ALK réarrangés non à petites cellules, qui sont en progression après le crizotinib, avec une bonne tolérance. Donc maintenant, il reste à déterminer l'ordre dans lequel on fera les traitements, puisque du coup, l'alectinib est testé maintenant en première ligne également. Voilà. Bravo Alice, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ou est-ce que vous avez
celle. Au niveau des résultats pharmacocinétiques, ils sont arrivés à conclure sur quelque chose Globalement, oui, je suis pas passée très vite dessus, mais globalement, ils en ont conclu que, ils ont fait leur dosage et qu'il n'y avait pas une grosse différence en fait entre les populations asiatiques et les populations caucasiennes, en sachant en fait qu'ils avaient peu de... 6 patients. C'est ça, 6 patients. C'est ça, et du coup, en fait, c'était tellement limité que ça biaisait un peu le... Je suis un peu étonné parce que pour moi, les Asiatiques avaient de 2 fois moins. Je veux bien qu'ils disent que la pharmaco n'est pas pareille. Dans les CFJ Alex, pour moi, c'est 300 mg. Donc là, c'est 600. Là, c'est 600. Les Asiatiques, 600. Ouais. Parce que JLX, c'est pas du 600. Et là, oui, notre application. Oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'étude JLX n'a pas été faite avec le même dosage. Après, du coup, la TU, je crois, Je ne suis pas sûr qu'ils avaient atteint pour les teams la dose maximale que Parce qu'après, je crois que la TU a été obtenue avec ces doses-là. En France, la TU est à 600. Pour l'étude chez les Caucasiens, elle est à 600. Ils avaient très peu de patients, en fait. Oui. Si tu dois être un peu méchante avec l'étude, parce que là tu sais que bien méchant. Franchement, un peu méchante. Critique. Déjà le fait qu'ils n'aient pas fait l'évaluation. Mais comment ils te la vendent là? Là, ils la vendent. L'objectif principal, c'est le taux de réponse. Oui. Tu es passé dessus super vite et tu as passé toute ta présentation. Mais après, ils ne font pas sur la PFS, par exemple. Non plus, parce que la PFS n'est pas très étonnante. Hein. En fait, on a l'habitude des TKI. En gros, le TKI dans le poumon, c'est 9 mois. Ouais. Et ils font 9 mois. Alors, ils sont en post-réseau. Ils ont les données sur les Asiatiques en première ligne, c'est très beau, tout le monde rêve de ça, mais en vrai, c'est 9 mois. Et donc, ils ont 50% de taux de réponse comme tous les TKI dans le poumon. C'est toujours 50% 9 mois, c'est la déaddiction, c'est comme ça. Après, ils sont en deuxième ligne. Donc, ouais, ils sont en deuxième ligne. Comme on verra le Tagrisso en deuxième ligne, c'est... Voilà. Donc, tu as parlé que des métacérébrales. Enfin, essentiellement des métacérébrales et les évaluations. Et en fait, ils vendent leur truc sur les métacérébrales parce que c'est un problème avec les 60% que tu as dit, hein, c'est 80% en cumulé. Et c'est un peu ça, moi, qui me gêne. Ils ont fait une présentation au World où tu avais 3 abstracts successifs où c'était des sous-analyses sur les métacérébrales. Alors, ils ont des beaux résultats, mais le Brigatini va présenter ces résultats. Ils ont une PFS cérébrale de 18 mois en post-crésotinib. Donc, en fait, ils se disent, comme on est très très fort en cérébral, ils ont probablement déjà un peu chaud aux fesses en se disant on n'est pas si bon que ça, mais ils vont faire un peu comme la fatigue qui disait on est le TKI de l'exon 19, ils vont dire on est le TKI des métacérébrales. Et c'est un peu ça qui est c'est vrai qu'ils ne parlent pas du tout des progressions à d'autres sites, les progressions aux autres sites, vraiment ils n'en parlent pas vraiment. Le vrai intérêt du médicament, parce que finalement c'est 3% des patients, on a plein de médicaments, donc finalement, et qui ont une équivalence d'efficacité, enfin à peu près, pour les nouvelles générations, c'est qu'il est bien toléré. Mais les myalgies, enfin, tu les passes très vite en disant regardez c'est super, les myalgies c'est très très chiant pour les patients. Alors moi je suis assez étonné, parce qu'on a dit tout à l'heure, quand on comparait Ceritinib, et qu'on voyait les malades qui avaient été exposés au rayon et ceux qui n'avaient pas été exposés au rayon, on a trouvé qu'il n'y avait pas de différence. Pour l'Alectinib, alors c'est des tout petits chiffres. Hein. Pour l'Alectinib, c'est un peu différent. On a l'impression que les malades qui n'ont pas été exposés, qu'ils sont à 23% de réponse complète, et les malades qui n'ont pas été exposés à la radiothérapie, alors que ceux qui ont été exposés à la radiothérapie sont à 43%. Probablement aussi, hein, et ça on a l'impression qu'on a un problème avec ça, avec ces molécules, c'est qu'on a l'impression qu'il y en a qui ont un avantage à avoir irradié le cerveau pour avoir la molécule derrière, tu vois, en termes de contrôle cérébral, et d'autres non. On a très peu d'études dédiées là-dessus. Mais ils avaient quoi comme critère pour l'évaluation? Parce que finalement, tu fais un encéphaline toto, théoriquement, en résiste, c'est une lésion irradiée, donc tu ne peux l'interpréter que si elle reprogresse en zone irradiée. Est-ce qu'ils ont vérifié ça?
Je suis pas sûre. Non, déjà, en fait, quand ils disent irradiation, ils ne précisent pas. Il dit juste C'est irradiation, mais on ne sait pas si ce que c'est. Alors, sur une de leurs études, ils ont été très stricts sur les critères. Donc, c'était la radiothérapie devait être supérieure à 6 mois. Et c'était des lésions non irradiées ou en progression après radiothérapie. Et là, ils ont des taux de réponse moins bons que chez des patients qui n'ont pas eu de radiothérapie. D'accord, donc ça... Ouais, donc ça ouais. J'étais un peu étonné par ça. Et ça va bien aussi avec l'idée que, enfin, il y a sûrement des radiothérapeutes, mais que faire une irradiation d'encéphalie totaux, c'est mettre 30 grès dans des cellules, changer leur biologie et peut-être les rendre résistantes. C'est pas que des histoires de ça rentre dans le... Ça, c'est une discussion qu'on a eue tout à l'heure. Ouais. Quelle était la bonne séquence? Est-ce qu'au fond, ça sert à quelque chose dans cette maladie-là? Gardier. Ouais. Pas dire. Et ouais. On n'a pas du tout entendu parler de toxicité cardiaque, c'est des maladies qui c'est des médicaments qui rendent le QT, il me semble, en pratique courante. Ça dépend en fait des molécules. Ceux qui allongent le QT sont surtout des molécules qui sont nettes. Par exemple, on retrouve ça avec le Brigam, ils ont une grosse alerte sur le QT, sur les troubles numériques, mais sur la lectine, j'ai l'impression qu'ils ont moins d'alerte dessus. Les mecs ne marchent pas en C-mètre pour le coup. C'est pas un bon anti-C-mètre. Donc il y a aussi des toxicités qui sont aussi de classe liées à ce, tu vois, aux autres targets que tu as. Ouais. C'est juste une question. Moi, c'est un peu bête, mais c'est plutôt des patients ALK-mutés. Dans les essais d'immunothérapie, dans le bénéfice de l'immunothérapie, ça donne quoi? Quelle est la place de l'immunothérapie? ALK réarrangé et immunothérapie. Surtout si tu parles d'immunothérapie, je pense que c'est bien de dire que c'est des néoprotéines. Sur les ALK, on a vraiment très peu de données. Sur les GFR, ça marche pas bien. Et très probablement, ça va être la même chose sur les ALK. Les non-fumeurs ont quand même globalement... Moi, j'ai pas forcément la même vision sur... je pense que sur le BTE-GFR, c'est assez clair que ça n'a pas l'air de fonctionner, au moins en tout cas au début de la maladie. Après, quand ils sont plus hétérogènes, etc. Sur les ALK, il y a quand même des arguments qui peuvent faire penser qu'il y a une vraie immunité anti-ALK et qu'il faut peut-être savoir la promouvoir. C'est-à-dire que si tu prends les maladies, les lymphomes ALK réarrangés, qui sont bien connus avant, il y a des T anti-ALK, il y a des B anti-ALK, et les malades qui ont des T anti-ALK ou des B anti-ALK répondent mieux à la chimiothérapie et leur durée de survie et le taux de réponse est inférieur. Et puis quand même, les réarrangements, c'est une néoprotéine. C'est une néoprotéine dans le cas présent qui est intracellulaire, donc c'est très bon pour la présentation classe 1. Et par ailleurs, c'est aussi une protéine qui, à l'âge adulte, est très peu exprimée, sauf dans le cerveau. Donc il y a quand même pas mal d'éléments pour penser que dans cette situation-là, il y a possiblement, à mon sens, des intérêts pour l'immunothérapie. Maintenant, quelle va être l'immunothérapie? C'est peut-être pas une expression pidéloine, j'en sais rien, tu vois. C'est peut-être autre chose qu'il faudra faire. En tout cas, il y a une étude à TESO avec Tinib, évidemment, d'association, et qui est en cours et qui ne s'est pas arrêtée, donc ça va, c'est pas toxique. Et effectivement, avec le Criso, c'est l'avelumab, celui de Pfizer, ils font l'orlatinib avelumab en résistant Criso pour la tolérance, et ils font aussi Criso avelumab, mais chez les patients sans réarrangement ALK, avec, comme tu dis, l'idée que ça peut primer le système immunitaire juste en ayant ALK. Vous avez une causale mutation de GFR, c'est pas pareil. Vous avez un récepteur qui est présent depuis avant la naissance, toute la vie, sur l'ensemble des revêtements. Donc on peut quand même imaginer qu'il y a probablement, ça c'est intéressant à regarder, probablement que les T autoréactifs de l'EGFR, ils ont été supprimés dans le thymus. Okay, donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en immunologie. Pas juste mettre du nivolumab quand il y a du PD-L1, comprendre ce que sont les néoprotéines, comment elles se situent dans la cellule, et puis je pense qu'il y aura peut-être des découvertes dans ce domaine. Pas tout à fait autre chose. Il faudra aussi comparer le caca des EGFR et ALK, puisque tu sais que le microbiota est très à la mode en ce moment. Peut-être que les ALK ont un très différent. Est-ce que c'est fait?
Nous, on n'a pas assez de patients, mais ça, je peux te dire On peut t'en envoyer. on collecte. Hein, ça, Dis-nous comment il faut faire. On va vous envoyer du caca. Du caca pré-criso, pré... Après, je fais. Si tu mélanges caca du criso. C'est pas une question. Ok. Merci beaucoup.